Bonjour tout le monde, je suis Catherine et je voudrais vous raconter une histoire que j'ai entendue de mon amie Sophie. J'ai intitulé cette histoire, comme ma mère l'a dit en se moquant, « Tu es jalouse parce que tu es une veuve malheureuse et que ta sœur va se marier. » Alors, je lui ai demandé de me rendre les 100 000 € que j'avais dépensés pour eux au fil des ans. Le lendemain, mon téléphone a explosé d'appels et de messages. Eh bien, allons-y. Je m'appelle Claire et j'ai 35 ans. Il y a 2 mois, mon mari est décédé et ma vie a basculé. Je n'arrive toujours pas à croire qu'il soit parti. Nous étions mariés depuis 8 ans et je pensais que nous vieillirions ensemble. Tout a commencé lorsque David a été diagnostiqué avec un cancer du pancréas. Le médecin a dit que c'était inopérable. Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. Nous étions assis dans le bureau du médecin et il l'a dit directement. Il n'y avait rien qu'il puisse faire. David m'a serré la main et a dit, « Nous allons nous en sortir, chérie. » Mais nous savions tous les deux ce que cela signifiait. Le cancer l'a consumé rapidement. 6 mois entre le diagnostic et le décès. J'ai vu cet homme fort et prospère, propriétaire de sa propre entreprise de construction, dépérir. Il a perdu du poids si vite que je le reconnaissais à peine à la fin. Mais il ne s'est jamais plaint. Pas une seule fois. Il a passé ces derniers mois à s'assurer que j'irais bien. Avant de mourir, David a vendu son entreprise. Il en a obtenu un bon prix, 1,2 million d'euros. Il ne voulait pas que j'aie à m'occuper de la vente moi-même pendant que j'étais en deuil. Incluant la vente de l'entreprise et nos économies, il m'a laissé 1,5 million d'euros et notre appartement dans le centre-ville de Lyon. C'est un bel endroit, 3 chambres, un bon quartier. Je n'ai pas touché l'argent tout de suite. Cela me semblait mal, d'une certaine manière, mais mon conseiller financier m'a dit de le placer à la banque à un bon taux d'intérêt. Alors, je l'ai fait. Maintenant, je reçois environ 5 000 € par mois rien qu'avec les intérêts. C'est suffisant pour vivre sans toucher au capital. Mes parents sont Liliane et Robert. Ils ont tous les deux 62 ans et habitent à environ 20 minutes de chez moi. Mon père a travaillé toute sa vie dans la comptabilité, et ma mère était enseignante. Ils ne sont pas pauvres, mais ils ne sont pas riches non plus. Ils ont un prêt immobilier sur leur maison qu'ils paient depuis des années. Il y a 3 ans, alors qu'ils avaient du mal avec les paiements, j'ai commencé à les aider. J'envoie 1 500 € à ma mère tous les mois pour les aider avec leur prêt immobilier. Ce n'est pas grand-chose pour moi, et cela les aide à rester dans leur maison. Je leur donne aussi de l'argent pour de petites choses tout le temps. 200 ici, 300 là quand ils en ont besoin pour des réparations de voitures ou des visites chez le médecin. Ma sœur cadette, Chloé, a 28 ans et vit toujours chez nos parents. Elle travaille à temps partiel dans un magasin de vêtements et dépense la majeure partie de son argent en vêtements et en sorties. Elle sort avec ce gars, Marc, depuis 2 ans, et ils se sont fiancés il y a 6 mois, juste avant que David ne tombe vraiment malade. Chloé a toujours été la petite dernière de la famille. Nos parents l'ont gâtée pourrie en grandissant. Elle n'a jamais eu à travailler pour quoi que ce soit. Quand elle voulait quelque chose, maman et papa le lui achetaient. J'étais la responsable qui obtenait de bonnes notes et allait à l'université. Elle a à peine obtenu son baccalauréat. Après les funérailles de David, j'ai eu besoin de temps pour digérer tout ça. J'ai pris 2 semaines de congé et je suis restée à la maison. Mes parents sont venus plusieurs fois me voir, ce qui était gentil. Ils ont apporté de la nourriture et se sont assis avec moi pendant que je pleurais. Chloé est venue une fois, mais elle semblait mal à l'aise et est partie au bout d'1 heure. Environ 1 mois après la mort de David, mes parents ont commencé à agir différemment. Ils faisaient des commentaires sur la chance que j'avais d'être à l'abri du besoin pour le reste de ma vie. Maman disait des choses comme « ça doit être agréable de ne plus avoir à se soucier de l'argent » ou « certaines personnes ont toute la chance ». Je faisais semblant de ne pas remarquer, mais ça me dérangeait. Papa a commencé à parler du fait que tout devenait cher. Le coût de la vie ne cesse d'augmenter. Il disait « c'est difficile pour les gens à revenu fixe ». Puis il me regardait comme s'il attendait que j'offre quelque chose. Je leur donnais toujours les mêmes 1 500 € par mois, comme d'habitude, plus l'argent supplémentaire quand ils en avaient besoin. Chloé est devenue pire aussi. Elle faisait des blagues sur le fait que j'étais une veuve riche maintenant.
Ça doit être agréable d'avoir de l'argent qui tombe du ciel, disait-elle. Ou, quand tu seras prête à partager la richesse, fais-le-moi savoir. Je pensais qu'elle était juste Chloé, irréfléchie et immature comme toujours. Mais les allusions devenaient de plus en plus fortes. Maman parlait de la difficulté pour les jeunes de s'offrir de belles choses. Chloé travaille si dur, mais elle peut à peine s'offrir quelque chose de bien. Elle disait, ce serait merveilleux si quelqu'un pouvait l'aider. Papa acquiesçait et ajoutait, la famille doit s'entraider. Je pensais qu'ils comprendraient que je n'allais pas leur donner une grosse partie de l'argent de l'assurance vie de David. C'était de l'argent pour lequel il avait travaillé toute sa vie. De l'argent qu'il avait économisé pour que je puisse vivre confortablement. Je n'allais pas simplement le leur donner parce qu'ils le voulaient. Mais apparemment, ils n'ont pas compris le message. Dimanche dernier, ils m'ont invité à dîner. Juste un bon repas en famille. Nous ne t'avons pas beaucoup vu ces derniers temps, a dit maman au téléphone. Je pensais qu'ils voulaient peut-être parler de la façon dont je gérais mon deuil. J'avais tort. Nous n'avions à peine fini les amuse-gueules quand papa s'est éclairci la gorge. Claire, nous devons te parler de quelque chose d'important. Il s'agit du mariage de Chloé. Elle se marie dans 4 mois et nous avons besoin d'aide pour les coûts. Chloé a fouillé dans son sac et a sorti un morceau de papier plié. Elle me l'a tendu avec un grand sourire. J'ai fait une liste de tout ce dont nous avons besoin. J'ai déplié le papier et ma mâchoire est tombée. C'était une liste imprimée avec des prix à côté de chaque article. Robe de mariée, 15 000 €. Lieu, 25 000 €. Photographe, 8 000 €. Fleurs, 12 000 €. La liste continuait encore et encore. En bas, en gras, il était écrit coût total, 120 000 €. Tu es sérieuse? J'ai dit, 120 000 €. Je sais que ça semble beaucoup, a dit Chloé. Mais c'est mon jour spécial. Je veux que tout soit parfait. David et moi avons eu un mariage vraiment luxueux pour 40 000 €, ai-je dit, toujours en regardant la liste. C'est quoi cette robe à 15 000 €? C'est une robe de créateur, a dit Chloé comme si j'étais stupide. D'une boutique incroyable du centre-ville. Elle est faite sur mesure avec de vraies perles et des cristaux. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Chloé, tu pourrais louer la robe la plus chère de la ville pour 2 000 €. Ou tu pourrais faire une belle robe dans un studio de mariage pour beaucoup moins cher. Il y a plein d'endroits avec des prix raisonnables. Je ne veux pas avoir l'air d'une mendiante le jour de mon mariage, a claqué Chloé. C'est le jour le plus important de ma vie. Je ne vais pas lésiner sur les moyens. Papa acquiesça. Elle a raison, Claire. Tout doit être fait correctement et selon les normes les plus élevées. Il s'agit du mariage de notre fille. Et n'oublie pas, a ajouté maman, tu dois aussi offrir à Chloé un joli cadeau de mariage. Mon estomac s'est noué. Un cadeau de mariage en plus de payer le mariage. Nous en avons parlé, a dit papa. Et nous pensons que tu devrais payer leur lune de miel. Un beau voyage en Europe. 2 semaines à Paris et à Rome. J'avais l'impression d'être dans un cauchemar. Vous avez perdu la tête? Oh, et encore une chose. Papa a continué comme si je n'avais rien dit. Tu as cette montre Rolex chère que David t'a laissée. Le fiancé de Chloé, Marc, l'apprécierait vraiment comme cadeau. C'est là que j'ai craqué. Absolument pas. J'ai promis à David avant qu'il ne meure que je donnerais cette montre à son neveu quand il obtiendrait son diplôme universitaire. Julien a 20 ans et il travaille dur à l'école. David voulait spécifiquement qu'il l'ait. Le visage de maman est devenu rouge. Alors, tu te soucies plus d'un inconnu que de ta propre sœur? Ce n'est pas un inconnu. C'est le neveu de David, et David l'aimait comme un fils. J'ai fait une promesse à mon mari mourant, et je la tiens. Tu aurais dû penser à donner de l'argent à ta famille sans que nous ayons à mendier, a dit papa. Sa voix devenait plus forte. Nous ne devrions pas avoir à te demander de l'aide. Je vous aide déjà, ai-je dit. Je vous donne 1 500 € chaque mois pour votre prêt immobilier. Je vous donne de l'argent chaque fois que vous en avez besoin pour d'autres choses. Je fais cela depuis 3 ans. C'est différent, a dit maman. Ce ne sont que de petites sommes.
Nous parlons d'argent réel maintenant. 1,5 million d'euros, c'est trop pour une seule personne. Je l'ai fixé. Qu'est-ce que tu dis? Nous voulons 500 000 euros, a-t-elle dit. Moi et ton père. Cela te laisserait avec 1 million, ce qui est encore beaucoup pour quelqu'un de ton âge. Après avoir eu cet argent, nous te laisserons tranquille à ce sujet. La pièce est devenue silencieuse. Je n'arrivais pas à comprendre ce que j'entendais. Mes propres parents me demandaient un tiers de mon héritage. De l'argent pour lequel David a travaillé toute sa vie pour l'économiser. De l'argent qu'il voulait que j'aie pour être en sécurité. Je n'arrive pas à croire que tu aies dit ça, ai-je chuchoté. Claire, sois raisonnable, a dit papa. La famille aide la famille. Tu as plus d'argent que tu ne pourrais jamais en dépenser. Nous avons du mal avec notre prêt immobilier et Chloé a besoin d'aide pour son mariage. Vous n'êtes pas en difficulté, ai-je dit en me levant. Je paie la moitié de votre prêt immobilier chaque mois. Et Chloé n'a pas besoin d'un mariage à 120 000 euros. Personne n'a besoin de ça. Ne sois pas égoïste, a dit maman, David voudrait que tu aides ta famille. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. N'osez pas me dire ce que David voudrait. Vous le connaissiez à peine. Il travaillait 16 heures par jour pour construire son entreprise. Il a économisé chaque centime qu'il pouvait pour que je n'ai pas à m'inquiéter après son départ. Il ne voudrait pas que je le donne. J'ai pris mon sac à main et mon manteau. Je m'en vais. Claire, assieds-toi, a dit papa. Nous n'avons pas fini de parler de ça. Oui, nous avons fini, ai-je dit en me dirigeant vers la porte. Je ne vous donne pas 500 000 euros. Je ne paie pas le mariage ridicule de Chloé. Et je ne donne absolument pas la montre de David. Je suis sortie et j'ai claqué la porte derrière moi. Mes mains tremblaient en montant dans ma voiture. Je suis restée là quelques minutes, essayant de me calmer avant de rentrer chez moi. Quand je suis rentrée dans mon appartement, je me suis versé un verre de vin et je me suis assise sur mon canapé. J'ai pensé à David et à la façon dont il avait travaillé dur pour nous. Il avait fondé son entreprise de construction à partir de rien. Il quittait la maison à 6 heures du matin et rentrait après la tombée de la nuit, couvert de poussière et de peinture. Le week-end, il s'occupait de la paperasse et estimait de nouveaux emplois. Je veux m'assurer que tu es prise en charge, m'a-t-il dit quand il était malade. Je ne veux pas que tu aies un jour à dépendre de quelqu'un d'autre. Maintenant, ma famille voulait que je donne tout ce pour quoi il avait travaillé. J'ai pensé qu'après ce dîner, mes parents comprendraient enfin que je n'allais pas leur donner une énorme somme d'argent. Je pensais qu'ils abandonneraient le sujet et que nous pourrions revenir à la normale. Oh, comme je me suis trompée. Le lendemain matin, mon téléphone a commencé à sonner à 7 heures du matin. C'était maman. Claire, nous devons parler d'hier, a-t-elle dit dès que j'ai répondu. Il n'y a rien à discuter, maman. Je ne vous donne pas d'argent pour le mariage. Vous êtes déraisonnable. Chloé a le cœur brisé. Elle planifie ce mariage depuis des mois. Alors elle aurait dû planifier un mariage qu'elle pouvait se permettre. Maman m'a raccroché au nez. 10 minutes plus tard, Chloé a appelé. Je te déteste, a-t-elle dit dès que j'ai décroché. Tu ruines ma vie. Tu as tout cet argent qui ne fait rien. Tu pourrais facilement payer mon mariage et tu ne le manquerais même pas. Je lui ai raccroché au nez, puis papa a appelé, puis maman à nouveau, puis Chloé. Le téléphone a sonné toute la matinée. Quand j'ai arrêté de répondre, ils ont commencé à laisser des messages vocaux. De longs messages vocaux en colère sur la façon dont j'étais égoïste. Puis les SMS ont commencé. Maman m'a envoyé environ 20 SMS disant que je brisais la famille à cause de l'argent. Chloé a envoyé encore plus de SMS me traitant de gosse avide et disant que je ne méritais pas l'argent de David. Papa m'a envoyé des messages vocaux parlant de loyauté familiale et de sa déception envers moi. J'ai éteint mon téléphone après le premier jour. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Ils ont commencé à appeler d'autres parents et à leur raconter leur version de l'histoire. Mon téléphone explosait de messages de tantes, d'oncles et de cousins avec qui je ne parlais presque plus. Mon oncle Michel m'a traité de sorcière sans cœur. Ma cousine Sophie a dit que j'étais égoïste et que la famille passait avant tout.
Ma tante Jeanne m'a envoyé un long SMS sur la façon dont je devrais avoir honte de ne pas aider Chloé avec son mariage. La plupart d'entre eux m'ont traité d'avare et ont dit que je devrais partager ma bonne fortune avec la famille. J'ai cessé de répondre aux appels des numéros que je reconnaissais. J'ai désactivé mes notifications de réseaux sociaux. Je voulais juste qu'ils me laissent tranquille. Je pleurais toujours mon mari et il rendait tout pire. Puis, samedi dernier, ma tante Michel est venue à ma porte. C'est la sœur de ma mère et elle a toujours été la plus gentille de la famille. Elle tenait une tarte aux pommes maison et souriait. « Bonjour, ma chérie », a-t-elle dit. Je me suis dit que je viendrais te voir comment tu allais. J'ai apporté une tarte. J'étais si soulagée de voir un visage amical que je l'ai laissé entrer. Nous nous sommes assises à ma table de cuisine et elle a coupé la tarte. Pendant quelques minutes, nous avons simplement parlé de choses normales, du temps, de ses petits-enfants, de mon travail. Puis elle a commencé à me sermonner. Tu sais, Claire, la famille est la chose la plus importante que nous ayons dans ce monde, a-t-elle dit. Quand nous avons des désaccords, nous devons trouver un moyen de pardonner et d'aller de l'avant. J'ai posé ma fourchette. Michel, si maman t'a envoyé ici. Personne ne m'a envoyé nulle part. Je suis venue parce que je me soucie de toi et de cette famille. Nous ne pouvons pas laisser l'argent nous déchirer. Elle a sorti son téléphone et a commencé à lire depuis l'application de la Bible. Honore ton père et ta mère. C'est l'un des 10 commandements, Claire. Et la Bible dit aussi que ceux qui ont été bénis devraient partager leur bénédiction avec les autres. Je n'arrivais pas à y croire. Même ma douce tante Michel essayait de me faire culpabiliser avec des versets bibliques. La Bible dit aussi de ne pas être avide ou de convoiter ce que les autres ont, ai-je dit. Peut-être devriez-vous partager ce verset avec mes parents. Claire, je sais que tu souffres parce que David est parti, mais tu ne peux pas déverser cette douleur sur ta famille. Chloé veut juste une belle journée de mariage. Est-ce vraiment trop demandé? Je me suis levée. Oui, c'est trop demandé quand le mariage coûte plus que ce que la plupart des gens gagnent en 2 ans. Et c'est beaucoup trop demandé quand ils veulent que je leur donne 500 000 € en plus. Alors, tu peux prendre ta tarte et tes versets bibliques et sortir de ma maison. Elle est partie sans un mot. J'ai jeté le reste de la tarte à la poubelle et je me suis couchée tôt. Quelques jours plus tard, je naviguais sur Facebook quand j'ai vu que maman avait publié quelque chose. Mon cœur s'est serré quand je l'ai lu. C'est si triste quand l'argent change les gens. Ma fille a récemment reçu de l'argent après le décès de son mari et maintenant elle ne veut plus voir de gens heureux autour d'elle. Sa sœur va bientôt se marier et au lieu d'être heureuse pour elle, elle se venge parce qu'elle est une veuve malheureuse. Je l'ai mieux élevée que ça, mais je suppose que le chagrin fait faire des choses terribles aux gens. S'il vous plaît, priez pour notre famille pendant cette période difficile. Le message avait des dizaines de commentaires. Des gens que je connaissais depuis le lycée me traitaient d'égoïste et d'avare. Certains disaient que j'étais probablement contente que David soit mort pour que je puisse avoir son argent. D'autres disaient que j'étais jalouse de Chloé d'avoir retrouvé l'amour. Je tremblais de rage. Comment osait-elle publier des mensonges sur moi sur les réseaux sociaux pour que tout le monde les voie? Elle faisait passer cela pour une personne maléfique qui essayait de ruiner le mariage de Chloé par vengeance. C'est à ce moment-là que j'ai décidé que j'en avais fini d'être gentille. Il voulait jouer sale. Très bien, je pouvais jouer sale aussi. Je me suis souvenu de quelque chose quand David était malade. Quelques mois avant sa mort, mes parents sont venus le voir pour lui demander de l'argent. Leur maison avait besoin de réparations urgentes. Le toit fuyait et le sous-sol était inondé. Ils avaient besoin de 50 000 € rapidement. David leur a donné l'argent, mais il leur a fait signer un reçu. J'ai trouvé cela étrange à l'époque, mais il a dit que c'était juste une bonne pratique commerciale. Le reçu stipulait que l'argent était un prêt et que le prêteur ou son héritier pouvait en demander le remboursement à tout moment. J'ai couru au bureau de David à la maison et j'ai commencé à fouiller dans son classeur. J'ai trouvé le reçu dans un dossier intitulé « Prêt personnel ». Il était dactylographié, d'aspect très officiel avec les signatures de mes 2 parents. Le lendemain matin, j'ai appelé l'avocat de David, Maître Dubois. Il s'occupait de toutes les affaires de David et il avait rédigé le testament de David.
J'ai pris rendez-vous pour le voir cet après-midi-là. Je lui ai montré le reçu. Il a mis ses lunettes de lecture et l'a étudié attentivement. Oui, il s'agit d'un billet à ordre valable. Très simple. Où avez-vous obtenu cela? Mes parents ont emprunté 50 000 € à David quelques mois avant sa mort. J'ai trouvé ça dans ses dossiers. Maître Dubois a acquiescé. Selon le testament de votre mari, tous ses biens et dettes vous ont été transférés en tant qu'unique bénéficiaire. Cela inclut l'argent qui lui est dû. Vos parents vous doivent légalement 50 000 € et vous avez le droit d'en exiger le remboursement. J'ai senti un sourire se dessiner sur mon visage pour la première fois depuis des semaines. Que dois-je faire? Je peux rédiger une demande de paiement formelle. Donnez-leur 30 jours pour s'exécuter ou faire face à une action en justice. Très standard. Faites-le. Maître Dubois a rédigé les documents pendant que j'attendais. Puis je suis rentré chez moi et j'ai rassemblé plus de munitions. J'ai imprimé 3 ans de relevés bancaires montrant chaque paiement hypothécaire que j'avais effectué pour mes parents. 1 500 € par mois pendant 36 mois. Cela faisait 54 000 €. J'ai écrit une note pour accompagner le tout. Vous me devez 50 000 € sur le billet à ordre 6 juin plus 54 000 € en paiements hypothécaires que j'ai effectués en votre nom. Montant total dû, 104 000 €. Vous avez 30 jours pour payer ou je vous verrai au tribunal. J'ai tout envoyé par coursier, afin qu'ils aient à signer pour le recevoir. Puis je me suis assise et j'ai attendu leur réaction. Mon téléphone a commencé à sonner environ 2 heures après que le coursier ait livré mon colis. C'était maman et elle hurlait. Tu as perdu la tête? C'est quoi cette absurdité légale que tu nous envoies? C'est un avis de recouvrement de créances, ai-je dit calmement. Vous me devez 104 000 €. Nous ne te devons rien. Cet argent de David était un cadeau. Le reçu signé dit le contraire. Il stipule clairement que c'est un prêt qui peut être exigé à tout moment. Tu ne peux pas être sérieuse, Claire. Nous n'avons pas ce genre d'argent, tu sais. Nous ne l'avons pas. Ce n'est pas mon problème. Vous avez 30 jours pour vous débrouiller. Elle m'a raccroché au nez. 10 minutes plus tard, Chloé a appelé. Tu es folle? A-t-elle hurlé. À cause de tes stupides exigences, mon mariage pourrait ne pas avoir lieu. Tu as des millions d'euros et tu essaies de prendre de l'argent à papa et maman. Je recouvre une dette légitime. Peut-être devriez-vous trouver un travail et payer votre propre mariage. Je te déteste. Tu détruis notre famille à cause de l'argent. Non, c'est vous qui avez détruit notre famille quand vous avez essayé de m'extorquer un demi-million d'euros. Papa a appelé ensuite, mais je n'ai pas répondu. Il a laissé un long message vocal me traitant de folle et disant que je n'avais aucun droit de leur demander de l'argent. Il a dit qu'il ne me paierait jamais un centime. Le lendemain, tous les 3 sont apparus devant mon immeuble. Je pouvais les voir depuis ma fenêtre, frappant à la porte d'entrée et criant. J'appelle la police s'ils ne partent pas dans 15 minutes, leur ai-je crié par l'interphone. Ils ont continué à crier pendant environ 10 minutes, puis sont finalement partis. J'en avais assez de leur drame, mais je ne cédais pas. Une semaine plus tard, j'ai reçu une lettre de leur avocat. Ils voulaient se rencontrer pour une médiation afin de discuter de la dette. Maître Dubois a dit que c'était un bon signe. Cela signifiait qu'il me prenait au sérieux. La médiation a eu lieu dans une salle de conférence du centre-ville. Mes parents ont amené leur avocat, un certain monsieur Duval, qui semblait s'occuper principalement de petites affaires. Chloé est venue aussi, même si elle ne faisait pas partie de la dette. Mes clients contestent la validité de cette prétendue dette, a dit monsieur Duval d'emblée. Maître Dubois a glissé des copies du billet à ordre sur la table. La dette est clairement documentée avec les signatures des 2 parties. Il n'y a pas de contestation sur sa validité. Monsieur Duval a regardé les papiers et son visage s'est assombri. Il a chuchoté quelque chose à mes parents, puis nous a regardés. Mes clients sont prêts à contester les paiements hypothécaires. Ceux-ci étaient des cadeaux, pas des prêts. C'est bien, a dit Maître Dubois. Mais le billet à ordre de 50 000 € est inattaquable. Si Madame Dubois porte cela devant les tribunaux, elle gagnera certainement cette partie.
Et vos clients seront responsables de tous les frais de justice et frais d'avocat, ce qui pourrait facilement représenter 20 000 € supplémentaires. L'avocat de mes parents est devenu pâle. Il ne s'attendait pas à ce que la dette soit si bien documentée. Nous sommes prêts à nous contenter uniquement des 50 000 € du billet à ordre, a poursuivi Maître Dubois. Pas de frais de justice, pas de frais d'avocat, juste la dette initiale. Maman et Chloé ont toutes deux commencé à pleurer. Elle n'a pas de cœur, a sangloté maman. C'est sa propre famille. Comment peut-elle nous faire ça? C'est vous qui avez provoqué ça, ai-je dit. Vous avez essayé de m'extorquer de l'argent. Vous m'avez harcelé pendant des semaines. Vous avez menti sur moi sur les réseaux sociaux. Vous avez incité d'autres parents à m'insulter. Pensiez-vous qu'il n'y aurait pas de conséquences? Monsieur Duval a de nouveau chuchoté à mes parents. Ils ont eu une longue discussion à voix basse. Finalement, papa a pris la parole. Si nous acceptons de payer les 50 000 €, abandonnerez-vous tout le reste? Oui, a dit Maître Dubois, mais le plan de paiement doit être raisonnable. Nous pensons à 12 mois maximum. Plus de chuchotements, plus de larmes de maman et Chloé. Nous devrons vider le compte de retraite de papa, a dit maman. Il devra retourner travailler. Je devrai prendre des quarts supplémentaires. Nous paierons à nouveau notre propre prêt immobilier. Bienvenue dans le monde réel, ai-je dit. Ils ont signé l'accord ce jour-là. 50 000 € à rembourser sur 12 mois. Environ 4 000 € par mois plus les intérêts. J'ai appris plus tard par ma cousine Amélie ce qui leur était arrivé. Papa a dû retirer sa pension plus tôt et payer d'énormes pénalités. Il est retourné à son ancienne entreprise de comptabilité à temps partiel. Maman a commencé à travailler en double équipe à la cantine scolaire et a pris un emploi de nettoyage de bureau le week-end. Il ne pouvait plus se permettre d'aider Chloé avec son mariage. Elle et Marc ont dû le reporter parce qu'ils ne pouvaient même pas réunir la moitié de l'argent qu'ils voulaient. Aux dernières nouvelles, il parlait d'une petite cérémonie au tribunal. La famille s'est divisée en deux camps après cela. Certains parents se sont rangés du côté de mes parents et ont dit que j'étais sans cœur de leur prendre de l'argent. Ils ont dit que j'étais devenue riche et que j'avais oublié d'où je venais. D'autres ont dit que mes parents avaient ce qu'ils méritaient pour être avides et essayer de profiter de moi alors que j'étais en deuil. Je me fichais de ce que l'un d'eux pensait. J'en avais fini avec toute cette situation toxique. J'ai fait quelques changements dans ma vie après cela. J'ai quitté mon emploi de bureau et j'ai commencé à travailler à distance en tant que comptable freelance. L'horaire flexible me donnait le temps de voyager et de faire des choses que j'aimais. Je n'avais pas besoin de beaucoup d'argent pour vivre grâce à la planification intelligente de David. J'ai commencé à passer plus de temps avec la famille de David à la place. Son frère Thomas et sa femme ont toujours été gentils avec moi. Leur fils Julien, celui qui est censé recevoir la montre de David, est un enfant formidable. Il étudie l'ingénierie et travaille à temps partiel pour payer ses études. J'ai décidé de ne pas attendre que Julien soit diplômé pour lui donner la montre. Je la lui ai donnée pour son 21e anniversaire le mois dernier. Il a pleuré quand je lui ai dit que c'était de la part de son oncle David. Il a dit qu'il la chérirait pour toujours. David aurait été si fier de l'homme que Julien est en train de devenir. Ma cousine Amélie me tient au courant de la situation de mes parents. Elle dit qu'ils sont amers et en colère tout le temps maintenant. Lors des réunions de famille, ils me blâment pour tous leurs problèmes. Ils disent à tout le monde que si ce n'était pas pour moi, ils seraient à la retraite et profiteraient de la vie au lieu de se tuer au travail pour me rembourser. Mais je n'en ressens aucune culpabilité, pas même un tout petit peu. Ils ont créé ce désordre avec leur avidité et leurs exigences. Ils ont essayé de profiter de moi quand j'étais au plus bas. Ils ont monté d'autres membres de la famille contre moi et ont menti publiquement à mon sujet. David a travaillé toute sa vie pour s'assurer que je serais en sécurité après son départ. Il n'a pas économisé cet argent pour que je puisse le remettre à mes membres de famille avides. Il l'a économisé pour que je puisse vivre confortablement et ne dépendre de personne d'autre. Je fais exactement ce qu'il voulait que je fasse. Je prends soin de moi et je ne laisse personne profiter de moi. Certaines personnes appellent cela égoïste, mais moi j'appelle ça intelligent. David serait fier de moi de m'être défendu et c'est tout ce qui compte pour moi.